Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provisions, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les 2 corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain.
Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre. Et il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Quand tu la vois dans le ciel, elle a l'air ronde. Mais la Lune a plutôt une forme ovale, semblable à celle d'un citron. Cette forme aplatie avec un renflement de chaque côté est apparue il y a des milliards d'années lorsque des forces de marée extrêmement chaudes ont façonné sa croûte. Elles ont réchauffé certaines régions plus que d'autres. La gravité de notre planète a contribué à exagérer cette forme de citron au fil du temps. Lorsqu'ils se préparaient à envoyer des missions sur la Lune, certains chercheurs étaient inquiets car il y avait une épaisse couche de poussière sur la surface lunaire. Ils avaient peur que les mers de poussière soient suffisamment molles et épaisses pour engloutir ceux qui y atterriraient. Mais même si la surface est poussiéreuse, cette couche est heureusement trop fine pour causer des complications. Notre Lune n'est certainement pas la plus grande du système solaire. La championne est Ganymède, l'une des 79 lunes qui tournent autour de Jupiter.
Mais notre Lune est la plus grande par rapport à sa planète mère. Elle a un diamètre de plus de 3000 km, ce qui représente un peu plus d'un quart de celui de la Terre. La plus grosse lune de Pluton, Charon, a presque la taille de Pluton. C'est pourquoi on dit plutôt qu'il s'agit d'un système de planètes naines double. Combien de temps te prendrait une promenade autour de la Lune ? Lorsque les astronautes d'Apollo y étaient, ils ont réussi à marcher à une vitesse d'environ 2 km/h. En moyenne, tu marches 2 fois plus vite sur Terre, car la force gravitationnelle de la Lune te donne beaucoup moins de traction sur le sol. Mais il faut dire aussi que les combinaisons spatiales que portaient les astronautes n'ont jamais été conçues pour des randonnées sur de longues distances. En théorie, tu pourrais atteindre la vitesse de 5 km/h avant de devoir t'arrêter pour faire une pause. À ce rythme, pour parcourir les 10 900 km de la circonférence de la Lune, il te faudrait 91 jours si tu marchais sans t'arrêter. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Elle passe par différentes phases chaque mois, en commençant par la nouvelle Lune et en allant progressivement jusqu'à la pleine Lune, pour refaire la même chose, mais en sens inverse. La lumière du Soleil frappe une moitié de la Lune à la fois. Cela lui donne un côté nuit et un côté jour, comme ce que nous avons ici sur Terre. La forme sous laquelle nous voyons la Lune dépend de l'endroit où elle se trouve par rapport au Soleil. Si elle se trouve directement entre nous et le Soleil, la lumière du Soleil ne frappe que le côté que nous ne voyons pas. C'est une nouvelle Lune. Elle apparaît complètement sombre dans cette phase. Mais lorsqu'elle arrive du côté de notre planète qui est opposé au Soleil, son côté jour est complètement tourné vers la Terre. C'est alors que nous voyons une pleine Lune. Après la phase initiale de nouvelle Lune, nous voyons une partie de plus en plus grande de sa surface dans le ciel, tandis qu'elle tourne autour de notre planète. C'est ce que l'on appelle la phase croissante. Dans cette phase, la Lune prend d'abord la forme d'un croissant. Ensuite, quand elle est à moitié pleine, on appelle cela le premier quartier. Puis, elle entre dans une phase de Lune gibbeuse, lorsqu'elle est plus grande que la moitié, mais pas encore pleine. Après avoir atteint la phase de pleine Lune, elle rétrécit de nouveau lentement et passe par les mêmes phases en ordre inverse. Si tu vas un jour sur la Lune, tu verras probablement des empreintes de pas humains. Il est vrai que personne n'y a mis les pieds depuis la dernière mission Apollo en 1972. Et ces traces de pas pourront rester là pendant de nombreuses années, car il n'y a pas d'activité géologique sur la Lune, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. Il n'y a pas non plus de vent, de pluie ou d'autres éléments qui pourraient effacer ces empreintes. Mais comment te rendrais-tu sur la Lune ? Les fusées sont probablement la première chose qui te vient à l'esprit. Mais un ascenseur lunaire pourrait être une meilleure option, car voyager dans une fusée est un moyen difficile, coûteux et plutôt dangereux d'essayer d'atteindre la surface lunaire. Pourquoi voudrait-on retourner là-haut ? Il ne s'agit pas seulement de cratères, d'une vue imprenable sur notre planète ou de toutes ces choses uniques que la Lune offre. Elle regorge aussi de ressources comme une forme rare d'hélium que nous pourrions utiliser dans des centrales à fusion sur Terre. Nous pourrions aussi extraire d'autres éléments rares comme par exemple le néodyme et l'utiliser pour les smartphones et autres gadgets. Pour créer un ascenseur lunaire, nous aurions besoin de tendre un câble ancré à la surface de la Lune sur 400 000 km vers la Terre. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le faire arriver suffisamment haut dans l'orbite de notre planète. Il y aurait des navettes robotisées alimentées par l'énergie solaire qui monteraient et descendraient le long du câble. Un peu comme un tapis roulant qui transporterait les ressources rares et précieuses vers notre planète. Le câble serait aussi épais qu'un crayon et pèserait 40 tonnes. Cela semble coûteux à fabriquer, mais un ascenseur lunaire serait très probablement rentabilisé en seulement 53 voyages. La Lune est en mouvement constant. Elle tourne sur son axe et autour de la Terre. Et il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation autour de la Terre et une rotation autour de son axe. Au contraire de notre planète, qui tourne sur son axe toutes les 24 heures et fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours. La Lune est donc en rotation synchrone à notre planète, c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de notre satellite naturel. Selon une théorie, la Lune s'est probablement formée lorsqu'un gros objet de la taille de Mars a heurté la Terre. Ils sont entrés en collision il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore à ses débuts, qui étaient assez chaotiques. Si cette théorie est validée, environ 60% de la Lune serait composée d'éléments plus légers qui sont également présents dans la couche externe de notre planète. Un heureux concours de circonstances nous permet de voir des éclipses solaires totales depuis notre planète.
La Lune a la taille et la distance parfaite par rapport à la Terre pour apparaître de la même taille que le Soleil lorsque nous la regardons dans le ciel. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et nous, elle couvre parfaitement le Soleil. De plus, tu peux voir un halo impressionnant qui illumine ses bords. Si elle était plus éloignée de nous ou plus petite, une éclipse solaire donnerait seulement l'impression qu'il y a une tache sur le Soleil. Notre Lune contient de l'eau qui jaillit un peu partout. Il y a là-bas de l'eau renfermée dans de la glace. Certaines molécules d'eau se déplacent à la surface lorsque la Lune se refroidit et se réchauffe pendant la journée. L'eau reste bloquée à sa surface jusqu'à midi lunaire lorsque le Soleil est au-dessus de la branche supérieure de l'un des méridiens de la Lune. À ce moment-là, une partie de l'eau fond, se réchauffe et se retrouve dans la délicate atmosphère lunaire. Son atmosphère contient aussi quelques gaz inhabituels, notamment du potassium et du sodium. Vénus, Mars et la Terre n'ont pas ces gaz dans leur atmosphère, donc l'eau reste et flotte là jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone plus fraîche. Ensuite, elle se dépose à nouveau à la surface. Il y a une anomalie spécifique sous la surface du pôle sud de la Lune, un blob géant et extrêmement dense de métal logé dans le manteau, et il modifie probablement le champ gravitationnel de la Lune. Personne ne sait comment un blob de métal aussi énorme s'est retrouvé piégé sous la surface lunaire. Il pourrait s'agir de restes de l'astéroïde Fer-Nickel. Il y a 4 milliards d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur la face cachée de la surface lunaire et a créé cet énorme cratère nommé bassin pôle Sud-Aitken. Notre satellite naturel rétrécit, son intérieur se refroidit, ce qui fait que la Lune devient plus fine de 45 mètres, tout comme un raisin se plisse lorsqu'il rétrécit. Mais un raisin a une peau flexible, tandis que la croûte de la surface lunaire est fragile. C'est pourquoi elle se brise lorsque la Lune rétrécit et forme ainsi des failles de poussée. Une section de la croûte pousse sur la partie la plus proche. Cela se produit depuis quelques centaines de millions d'années. Ces failles lunaires sont toujours actives. Elles produisent probablement des séismes lunaires car la Lune rétrécit et se refroidit progressivement tout le temps. Certains de ces tremblements de Lune sont forts, environ 5 sur l'échelle de Richter. Pendant leur orbite autour de la Lune, les astronautes ont pris des images d'INA, un dépôt volcanique assez inhabituel. INA n'est pas très vieux. Il pourrait s'être formé quelque part entre 3,5 et 1 milliard d'années. Les volcans de la Lune étaient probablement actifs pendant l'ère des dinosaures. Si seulement ces derniers avaient pu inventer les télescopes, ils auraient probablement joui d'une vue magnifique de la lave qui suintait de la surface lunaire de temps en temps. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Il ne correspond pas à l'heure sur notre planète. Une année sur la Lune dure 12 jours. Chaque jour est à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Ces jours ont reçu leur nom d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les jours sont divisés en 30 cycles, les cycles sont divisés en heures, minutes et secondes. Le calendrier a commencé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Aux dernières nouvelles, Mercure est en train de rétrécir. On pensait pourtant que notre planète était la seule du système solaire à avoir une activité tectonique. Cela signifie que la planète dégage de la chaleur parce que les plaques sous sa croûte bougent, ce qui modifie la surface et finit par faire rétrécir la planète. Mais donc, apparemment, cela se produit aussi sur Mercure. Les chercheurs ont pris des photos de la planète en 2016. Ces photos ont montré des reliefs qui font penser à des falaises. On les appelle des cicatrices de failles. Comme elles sont relativement petites, l'équipe pense qu'elles se sont formées il n'y a pas très longtemps, ce qui signifie que Mercure se contracte encore, même 4,5 milliards d'années après la formation du système solaire. Mercure a un noyau interne solide et un noyau externe en métal liquide qui l'entoure. Elle est encore en train de se refroidir. D'ailleurs, toutes les planètes telluriques sont encore en train de se refroidir depuis l'époque de leur formation initiale. À mesure que les parties liquides du noyau de la planète deviennent plus solides, la planète se contracte et rétrécit. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les planètes scintiller comme des étoiles ? Si tu étais dans l'espace, tu ne verrais pas les étoiles scintiller. Mais depuis la Terre, tu le vois à cause de l'atmosphère. Notre couverture d'air protectrice réfracte la lumière des étoiles, ce qui signifie qu'elle la disperse en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes apparaissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère de la Terre, mais ces mouvements s'annulent en quelque sorte. C'est pourquoi nous voyons leur lumière de façon stable.
Si tu apportais un bloc de plomb sur Vénus, il fondrait comme un bloc de glace sur notre planète. La température à la surface de Vénus peut atteindre 482 degrés Celsius. Même lorsque les chercheurs y envoient des sondes spatiales, ces dernières ne peuvent pas supporter l'environnement trop longtemps. Par exemple, un vaisseau y a atterri en 1982 et n'a réussi à y rester que 2 heures. Mais une équipe a tout de même obtenu les premières photos en couleur de Vénus et analysé une partie du sol de la planète. Les planètes entrent en collision avec des astéroïdes, des comètes, d'autres planètes et le reste des corps célestes qui se déplacent dans l'espace. Mais les galaxies entrent aussi en collision. La Voie lactée, notre galaxie, se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Elles se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 400 000 km/h. Un jour, c'est inévitable, elles entreront en collision et tout changera. 2 galaxies fusionneront en une seule, toute neuve et unique. Et certaines planètes et étoiles ne survivront pas. Mais selon les prévisions, cela n'arrivera pas avant 4 milliards d'années, ce qui nous laisse pas mal de temps pour nous préparer. La combinaison de la gravité sur notre planète et de la force gravitationnelle de la Lune entraîne des changements dans les marées océaniques. Lorsque tu sautes en l'air, tu es ramené sur la terre ferme à cause de la force invisible qui attire les choses les unes vers les autres et qui s'appelle la gravité. La Lune possède une masse environ 80 fois plus faible que la Terre, mais elle a quand même une force gravitationnelle. Lorsque notre planète tourne, la force gravitationnelle de la Lune influence la partie de la Terre qui est la plus proche d'elle, et elle affecte toute la planète, pas seulement l'eau. Mais la terre ferme est plus dense que l'eau, c'est pourquoi nous ne voyons les effets de la gravité de la Lune que sur l'eau, et les résultats sont les marées. Sur le côté opposé de notre planète, celui qui est le plus éloigné de la Lune et où la gravité de la Lune est la plus faible, la marée est haute car la Lune tire le reste des océans vers elle. À ton avis, quelle est l'odeur de l'espace ? En réalité, tu ne peux pas vraiment la sentir car ton odorat ne fonctionnera pas dans le vide. Mais les astronautes qui travaillent à bord de l'ISS ont déclaré avoir remarqué un arôme métallique spécifique sur la surface de leur combinaison spatiale après avoir repressurisé le sas. Ils l'ont comparé à l'odeur des fumiers de soudure. D'autres éléments dans l'espace ont aussi une odeur spécifique. Par exemple, il y a beaucoup de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère d'Uranus, qui sent donc l'œuf pourri. Vénus et Mars ont une odeur similaire. L'atmosphère de Mercure est assez clairsemée, ce qui signifie qu'elle n'a pas beaucoup d'odeur. Sur Jupiter, cela dépend de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère. Certaines parties ont des niveaux élevés d'ammoniac, donc tu sentirais quelque chose comme du liquide de nettoyage. D'autres parties ont une odeur d'œuf, mais le reste, les parties avec des niveaux élevés de cyanure d'hydrogène, ont plutôt une odeur d'amande amère. Mais il vaut mieux éviter de prendre une grande bouffée de cet air toxique. Ici, sur notre planète, lorsque tu essaies de fusionner 2 morceaux de métal, tu dois appliquer suffisamment de chaleur pour que le métal atteigne son point de fusion. C'est beaucoup plus simple dans l'espace. Tu n'as pas besoin de chaleur ni d'aucune action pour coller 2 morceaux de métal ensemble pour toujours. C'est ce qu'on appelle la soudure à froid. Cela se produit lorsque les morceaux de métal glissent l'un sur l'autre. Ils ont des couches d'oxyde protectrices qui, sur Terre, les empêchent de fusionner. Mais dans l'espace, ce type de protection disparaît, si bien que les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre et ils ne font plus qu'un. Il y a des roches provenant de l'espace partout sur la Terre. En 1996, un géologue a trouvé une roche dans le désert du Sahara. Après avoir étudié sa composition, les scientifiques ont réalisé qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, même sur d'autres planètes ou d'autres météorites. Selon une théorie, cette pierre était même plus ancienne que notre système solaire. Elle avait une composition spécifique d'éléments, probablement caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive. Pluton a été rétrogradé du statut de planète à celui de planète naine, en partie à cause d'une autre planète naine appelée Eris, découverte en 2005. Elle a une taille similaire à celle de Pluton, et les astronomes craignaient qu'un trop grand nombre de corps spatiaux qui orbitent autour du Soleil et qui attendent d'être découverts finissent par être classés comme des planètes officielles. Donc, après avoir découvert Eris, ils ont établi de nouvelles normes pour qu'un corps céleste puisse être qualifié de planète. Ronde, en orbite autour du Soleil, avec une orbite dégagée d'objets plus petits, ce ne sont que quelques-uns des critères pour qu'un corps céleste soit considéré comme une planète.
Il y a plus de 20 000 débris spatiaux, des déchets créés par les humains, qui tournent autour de notre planète. Et il ne s'agit que des morceaux plus gros qu'une balle de baseball, alors que le nombre réel de débris que les chercheurs suivent est bien plus important, environ 500 000. Il y a des millions de morceaux tellement petits que nous ne pouvons même pas les suivre. Dans l'espace, les débris peuvent se déplacer à grande vitesse, parfois plus de 28 000 km/h. Cela signifie que même de petits objets comme un éclat de peinture peuvent endommager un vaisseau spatial. La Station spatiale internationale doit donc manœuvrer soigneusement pour éviter ces obstacles. Et il y a un autre problème potentiel, c'est le syndrome de Kessler. Quand il y a autant de débris dans l'orbite basse de notre planète, ils se percutent et se brisent, ce qui entraîne de plus en plus de débris, comme une sorte d'effet domino spatial. L'un des moyens potentiels de résoudre ce problème est d'utiliser des filets qui pousseraient les objets dans notre atmosphère et on pourrait alors nettoyer au moins une partie des déchets. Neptune a une lune assez intéressante appelée Triton. Elle nous rappelle un peu Pluton de par sa composition similaire, mais elle est aussi en orbite rétrograde. Triton est probablement l'un des objets glacés de la ceinture de Kuiper. La gravité de Neptune l'a vraisemblablement piégé à un moment donné et l'a transformé en sa propre lune, car depuis, Triton est en orbite autour de Neptune, mais dans le sens inverse de la rotation de celle-ci. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Triton, ce sont ses geysers en éruption. Il y a de l'eau sur 2 des lunes de Saturne. La première, Encelade, possède un océan entier composé d'eau salée. Et au vu de certaines molécules organiques complexes, il pourrait même exister des signes d'une certaine forme de vie. Mais ce n'est qu'une théorie que personne ne peut encore confirmer. Titan, l'autre lune, pourrait aussi avoir des signes de vie. Tout endroit dans l'espace qui contient à la fois des composés chimiques contenant du carbone et de l'eau est un foyer potentiel pour une certaine forme d'organisme vivant. Quelle est la planète la plus froide de notre système solaire ? La réponse la plus évidente semble être Neptune, puisque c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Mais il s'agit en fait d'Uranus. Elle est 20 fois plus éloignée du Soleil que nous. La température moyenne au sommet de ces nuages, qu'on appelle température de surface dans les géantes gazeuses, puisqu'elles n'ont pas de surface solide, est de moins 193 degrés Celsius. Les planètes qui sont si éloignées du Soleil ne peuvent pas recevoir beaucoup de chaleur. C'est pourquoi une partie de la chaleur provient de leur noyau. De la même façon que le noyau de notre planète est plus chaud que la surface. Mais ce n'est pas suffisant, si bien que Neptune et Uranus sont toutes deux très froides. Neptune a néanmoins du méthane dans son atmosphère. Sur Terre, le méthane est un gaz à effet de serre, ce qui signifie qu'il piège la chaleur comme une épaisse couverture. Uranus a moins de méthane dans son atmosphère, c'est pourquoi elle est un peu plus froide que Neptune, même si Neptune est plus éloignée. En parlant d'Uranus, savais-tu qu'une saison là-bas dure 42 ans ? La planète fait une rotation sur son axe en 17 heures, mais son inclinaison est si prononcée que l'un ou l'autre pôle est toujours dirigé vers le Soleil. Cela signifie qu'une journée au pôle nord de la planète dure 42 années terrestres, soit la moitié d'une année sur Uranus. Donc si tu pouvais aller sur cette planète et te tenir sur son pôle nord, tu verrais le Soleil en permanence dans le ciel. Tu tournerais autour de lui pendant tout l'été, après quoi tu ferais face à 42 ans d'obscurité et d'hiver. La Lune rouille, et il y a de fortes chances que ce soit à cause de la Terre. Vous vous dites peut-être qu'avec une distance de plus de 380 000 km, il est peu probable que ces deux objets s'influencent ainsi directement. Mais ils ont bien un lien particulier. La Lune affecte également notre planète, et vous pouvez le constater en observant les marées océaniques. Lorsque la Terre tourne, la force gravitationnelle de la Lune attire l'eau du côté dont elle est le plus proche. Cela crée un renflement. Au même moment, un autre renflement se forme du côté opposé, car notre planète est en rotation, ce qui provoque une force centrifuge. La planète continue de tourner sous ces renflements, ce qui explique pourquoi nous avons 2 marées basses et 2 marées hautes chaque jour. De plus, la Lune oscille de temps en temps, s'incline quelque peu, et provoque des changements dans les marées océaniques. En retour, l'atmosphère terrestre fait rouiller notre satellite. La rouille est cette substance rougeâtre que l'on voit sur les vieux portails ou les clous. Et vous connaissez les Vermilion Cliffs et le Grand Canyon ? S'ils ont eux aussi cette couleur rouge, c'est grâce à la présence de fer rouillé dans les roches. La rouille se forme lorsque le fer entre en réaction avec l'oxygène et l'eau. La rouille est courante même sur Mars.
La couleur caractéristique de cette planète provient de la rouille qui s'y trouve depuis très longtemps. C'est ainsi que la planète rouge a reçu son surnom. On a du mal à imaginer que la Lune puisse être un endroit qui rouille facilement, car elle est sèche et n'a pas vraiment d'atmosphère. Mais un véhicule spatial a étudié la Lune en 2008 et a détecté des spectres, des longueurs d'onde de la lumière, qui se reflétaient sur les différentes surfaces de la Lune. Grâce à eux, il lui a été possible de mieux analyser la surface lunaire. Les données qu'il a rapportées ont montré que les pôles lunaires avaient une composition différente de celle du reste de la Lune. Les roches qui s'y trouvent contiennent beaucoup d'hématite. Il s'agit d'un type particulier d'oxyde de fer, ou simplement de rouille. Personne ne s'attendait à cela, car il ne devrait pas y avoir autant de rouille sur la Lune, compte tenu des conditions qui y règnent. Mais nous savons qu'il y a de l'eau à la surface de notre satellite. C'est pourquoi de nouvelles théories ont vu le jour sur les différents minéraux que la Lune pourrait cacher. Il est possible qu'ils se soient formés à la suite d'une réaction de l'eau avec les roches. Pour que le fer prenne cette teinte rouille, il a besoin de ce que l'on appelle un oxydant. Il s'agit d'une molécule qui enlève des électrons à des matériaux comme le fer, tels que l'oxygène. Mais le vent solaire frappe constamment la Lune et apporte de l'hydrogène avec lui. Or, l'hydrogène a l'effet inverse. Il donne des électrons aux autres molécules. La Terre dispose d'un bouclier contre le vent solaire, notre champ magnétique. Mais la Lune ne dispose pas d'une telle protection, et, pour cette raison, la rouille ne devrait pas pouvoir se former à sa surface. Mais ce processus se produit quand même, et c'est peut-être la faute de la Terre. La Lune elle-même n'a pas d'atmosphère susceptible de fournir suffisamment d'oxygène pour que le fer rouille. Mais apparemment, notre planète est assez généreuse, et fait don d'une partie de sa propre atmosphère. L'oxygène de notre atmosphère voyage jusqu'à la Lune en suivant la queue de la magnétosphère. Il s'agit d'une longue extension du champ magnétique terrestre qui peut atteindre la face cachée de la Lune. C'est précisément là que se trouve la majeure partie de l'hématite que nous avons évoquée. Lors d'une pleine Lune, la queue de la magnétosphère bloque 99% du vent solaire, qui devrait normalement influencer davantage notre satellite. C'est comme si un rideau temporaire recouvrait sa surface, ce qui laisse le temps à la rouille de se former. Mais il y a encore un élément important qui est nécessaire à l'apparition de la rouille: l'eau. Vous ne trouverez pas facilement d'eau si vous décidez de vous promener un jour sur la Lune. La plus grande partie de l'eau est gelée et cachée dans des zones qui sont toujours dans l'ombre et au froid. Ces zones sont très éloignées de l'endroit où l'hématite a été découverte, et il est donc difficile de savoir comment l'eau est arrivée là. Mais il y a une idée intéressante. Les particules de poussière qui viennent frapper la Lune pourraient libérer des molécules d'eau enfermées dans la couche superficielle du satellite. C'est ainsi que l'eau se retrouve mélangée au fer. Nous ne savons pas exactement de quoi sont composées ces particules de poussière, mais il se peut qu'elles transportent elles aussi de l'eau. En touchant la surface lunaire, elles pourraient créer de la chaleur, ce qui stimulerait le processus d'oxydation et entraînerait la formation de rouille. Ainsi, notre planète fait certaines choses qui modifient la Lune, mais les humains ont aussi leur influence. Une sonde qui s'est posée sur la surface lunaire en 1959 a été le premier objet fabriqué par l'homme à toucher la Lune. C'est également à cette époque que nous avons commencé à modifier la Lune de manière imprévisible. Les scientifiques appellent cela l'anthropocène lunaire. Il s'agit d'une analogie avec l'anthropocène terrestre, une période au cours de laquelle l'activité humaine a eu un impact important sur la planète. Il n'est pas possible de déterminer un point de départ précis pour le début de cette période. Mais nous savons aujourd'hui que les actions que nous avons menées au cours de notre existence ont réellement modifié l'environnement de notre planète. Personne ne vit encore sur la Lune, mais nous y avons déjà laissé des traces. Après l'arrivée de l'homme sur la Lune, nous y avons effectué de nombreuses missions. Nous avons laissé des atterrisseurs et des drapeaux, déplacé le sol lunaire, apporté des balles de golf, du matériel scientifique et même des déchets humains. Quels sont les projets pour l'avenir? Envoyer d'autres missions sur la Lune et même éventuellement créer une infrastructure où certains d'entre nous pourraient vivre, étudier les ressources de la Lune et les renvoyer sur Terre. C'est pourquoi il est important de parler de l'anthropocène lunaire pour nous rappeler que nous devons être responsables et prendre soin de notre héritage. De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi nous voyons parfois la Lune pendant la journée. Certains croient même qu'il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'existait pas auparavant, notamment depuis qu'on a commencé à partager des images à faible résolution de ce qui ressemble à une pleine lune en plein milieu de la journée. D'autres pensent que le soleil n'est plus de la même couleur qu'avant. Il aurait été plus jaune.
le soleil n'a pas changé de couleur. Il est toujours bleu-vert. Mais il est possible que nous l'ayons vu plus jaune lorsque nous étions plus jeunes, parce qu'alors, la pollution n'était pas aussi importante. Quant à la Lune, nous pouvons la voir aussi bien la nuit que le jour. Elle est plus brillante la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière provenant du soleil. Mais ce n'est pas comme si elle disparaissait pendant la journée. Elle est toujours là, mais nous ne la voyons pas pendant la phase de la nouvelle Lune. Cette phase dure quelques jours et, pendant cette période, la Lune se rapproche du Soleil. La lumière diffusée par le Soleil rend notre satellite moins visible. En ce qui concerne les phases de la Lune, elles sont faciles à reconnaître si vous savez y prêter attention. Tout d'abord, il y a la Lune noire, qui peut avoir plusieurs significations. Selon l'une des définitions, elle se produit lorsqu'il y a 2 nouvelles lunes en un mois. Une autre affirme que la lune noire survient lorsqu'il n'y a pas de nouvelle lune dans le mois, et cela n'arrive qu'en février. La lune bleue n'est pas désignée ainsi en raison de sa couleur. Il s'agit de la 3e pleine lune d'une saison qui en compte 4. Une superlune se produit lorsqu'une pleine lune coïncide avec le moment où la lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique. C'est pourquoi elle paraît plus grosse que d'habitude. Parfois, vous pouvez lever les yeux vers le ciel nocturne et apercevoir une sphère rouge inquiétante. Il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de la fin du monde ou de la présence de loups-garous. Mais c'est vrai, la lune de sang est une bonne source d'inspiration pour ce genre d'histoire. En réalité, il s'agit simplement d'un événement astronomique au cours duquel notre planète projette une ombre rougeâtre sur la Lune. Cela se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil, ce que l'on appelle une éclipse lunaire totale. Le petit compagnon de la Terre capte une partie de la lumière rouge provenant de notre atmosphère. C'est pourquoi vous voyez cette couleur spécifique. C'est si proche de nous, du moins en termes d'espace. Mais il y a encore tant de choses que nous ignorons sur la Lune. Par exemple, des chercheurs chinois ont collecté des échantillons de sol de la Lune et ont découvert qu'il pourrait y avoir des milliards de minuscules sphères de verre à la surface lunaire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elles pourraient contenir d'énormes quantités d'eau. Ces minuscules sphères se forment lorsque des météorites frappent la Lune à des vitesses folles, parfois à des centaines de milliers de miles par heure. Lorsque cela se produit, une forte explosion envoie des morceaux de la croûte lunaire voler dans les airs comme du maïs soufflé. À mesure que ces morceaux de croûte refroidissent, ils créent de petites billes de verre qui ressemblent à de minuscules sphères scintillantes. Ces billes sont si petites qu'elles ressemblent à des miettes éparpillées sur la surface de la Lune. Les scientifiques les appellent des verres d'impact. Et il se trouve que le sol lunaire recèle un ingrédient secret qui peut produire de l'eau. L'oxygène. Ainsi, ces petites billes de verre sont comme de minuscules capsules contenant de l'oxygène. Il y a un type particulier de vent appelé vent solaire, composé de protons et d'électrons. Lorsque les protons entrent en collision avec les capsules, ils se mélangent à l'oxygène à l'intérieur et finissent par produire de l'eau. Mais la partie la plus étonnante est que certaines de ces boules de verre contenant de l'eau se cachent sous une couche de poussière lunaire appelée régolithe. Ainsi, si nous partons en mission sur la Lune, nous aurons des réservoirs d'eau cachés sous terre. C'est comme si quelqu'un avait préparé des conserves pour notre survie. Parce que vous ne pouvez pas boire cette eau directement de ces perles de verre, vous êtes censé les collecter puis les faire bouillir dans un four pour extraire l'eau. Lorsqu'elles refroidissent, elles libèrent de la vapeur, de sorte que vous aurez de l'eau liquide ordinaire dans une bouteille. De cette façon, les astronautes en mission pourront rester plus longtemps là-haut en tenant compte de ces réserves secrètes. Et le plus cool, c'est que ces billes de verre sont très répandues sur la Lune. Elles sont dispersées des pôles à l'équateur, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir suffisamment d'eau même pour des générations qui pourraient venir y vivre un jour. Il y a aussi d'autres endroits dans l'espace où nous pouvons trouver de l'eau. Par exemple, les scientifiques ont découvert un nuage extrêmement vaste de vapeur d'eau situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Pas à portée de main, bien sûr, mais c'est tout de même bon à savoir. Et on parle ici de quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer. On pense que le nuage contient au moins 140 milliards de fois la quantité d'eau présente dans tous les océans et mers de notre planète natale. Imaginez nager ou faire de la plongée sous-marine là-bas. C'est comme plonger dans un énorme ballon d'eau qui voyage à travers l'espace. Je veux dire,
vous n'auriez pas de sortie compte tenu de la quantité d'eau qui s'y trouve, mais au moins, la vue serait magnifique. L'eau est en réalité omniprésente dans notre système solaire. Elle se présente principalement sous forme de gaz atmosphérique ou de glace, et parfois même sous forme liquide. Il existe probablement aussi de nombreux mondes aquatiques dans notre galaxie. Des scientifiques de l'Université de Copenhague ont découvert de nouvelles preuves passionnantes sur la formation des planètes dans notre système solaire, et au-delà. Leurs modèles informatiques ont confirmé la théorie intéressante de l'accrétion de cailloux, ce qui signifie que les planètes se forment à partir de petits morceaux de glace et de poussière. Cette théorie est basée sur l'observation de disques autour de jeunes étoiles composées de cailloux, représentant plusieurs centaines de masses terrestres. Au fur et à mesure que ces cailloux se heurtent et s'agglomèrent, ils forment des protoplanètes et, finalement, des planètes. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que l'eau pourrait être un ingrédient important dans la formation de cette planète. Cela signifie également que l'eau n'est peut-être pas arrivée sur Terre par hasard, par exemple, via des comètes glacées percutant notre planète. Au lieu de cela, peut-être qu'elle était présente depuis le tout début. Peut-être que les planètes de notre voisinage, comme Mars et Vénus, se sont formées avec de l'eau également. Les scientifiques disent également que nous ne devrions pas supposer que nous sommes un cas particulier simplement parce que nous avons de l'eau. Il pourrait y avoir de nombreuses planètes dans toute notre galaxie de la Voie lactée, aussi grandes que la Terre, qui contiennent également de l'eau. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes dans notre galaxie avec des continents et des océans. Ce qui pourrait également signifier qu'il y a une grande quantité de vie là-bas qui attend d'être découverte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau quelque part que cet endroit serait un bon choix pour des vacances d'été interstellaires pour les générations futures. L'eau sur de nombreuses planètes est probablement emprisonnée dans la roche ou remplie des océans souterrains. Les chercheurs ont examiné plus de 40 exoplanètes que nous connaissons. Elles sont toutes plus petites que Neptune et situées autour de ce que nous appelons des étoiles naines rouges. Celles-ci représentent 80% de toutes les étoiles que nous connaissons dans notre galaxie. Elles sont plus froides que notre Soleil et également le plus petit type d'étoile brûlant de l'hydrogène. Et il pourrait y avoir plus de planètes avec des quantités énormes d'eau que nous ne le pensions. De plus, cette eau peut représenter jusqu'à la moitié de la masse totale de ces planètes. Les scientifiques le savent car ils ont étudié la densité de ces exoplanètes. Ils ont réalisé qu'elles sont trop légères pour être entièrement constituées de roches. J'ai mentionné Vénus auparavant. Aujourd'hui, c'est une planète chaude et rocheuse, un peu plus petite que la Terre, avec une atmosphère sèche et seulement quelques traces de vapeur d'eau. Elle est également très pauvre en oxygène. Mais à ses débuts, la planète était peut-être un monde complètement différent avec de l'eau liquide et même des nuages, ce qui signifie qu'il est possible qu'il y ait eu de la vie. Et si Vénus avait autrefois ressemblé à la Terre, avec des océans et des températures modérées? Ce serait formidable si cela était resté ainsi car ces conditions semblent propices au développement de la vie. Nous serions probablement en train d'écrire des lettres à quelques-uns de nos amis de l'espace là-bas, ou de leur rendre visite déjà. Mais le scénario a pris une direction différente pour Vénus il y a environ 700 millions d'années. La planète est devenue si chaude qu'elle a perdu tout son oxygène. C'est pourquoi elle n'a pas pu former d'eau liquide à sa surface. Au lieu de cela, elle a développé une atmosphère épaisse composée de dioxyde de carbone, ce qui a rendu ce monde encore plus chaud que Mercure, même s'il est 2 fois plus éloigné du Soleil. Même les comètes glacées qui la bombarderaient ne pourraient pas ramener de l'eau à sa surface. Nous ne pouvons pas le faire non plus de manière artificielle. Ce serait comme essayer de faire pousser une fleur délicate dans un désert. Peu importe la quantité d'eau que vous lui apportez, si les conditions sont trop sèches et rigoureuses, la fleur ne survivra pas. Mais certaines personnes pensent que l'eau présente dans l'atmosphère de notre voisin proche pourrait être suffisante pour le développement de la vie. De plus, les scientifiques ont découvert un composé appelé phosphine, qui est souvent associé aux organismes vivants sur Terre. Peut-être que dans le passé, cela était suffisant. Aujourd'hui, la quantité d'eau sur Vénus est si insignifiante que même nos microbes les plus résistants, extrêmement tolérants à la sécheresse, ne pourraient y survivre. La phosphine est toujours une découverte intéressante qui mérite d'être étudiée, mais ce n'est pas quelque chose qui indique qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Jupiter pourrait être une option plus probable pour cela.
La sonde Galileo a traversé l'atmosphère de ce magnifique géant gazeux pour mesurer la température et l'activité de l'eau. Elle a découvert qu'il y avait suffisamment d'eau pour que la vie existe dans les nuages de la planète. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de nutriments là-bas. De plus, il y a trop de radiations ultraviolettes, donc la plupart des organismes ne seraient pas capables de survivre là-bas. Et tout le monde connaît Europe, l'une des lunes de Jupiter. C'est cet endroit même dans notre système solaire qui a les meilleures chances de soutenir la vie. Sa croûte glacée cache probablement un océan en dessous. Et à cause de la gravité de Jupiter qui affecte Europe, l'océan n'est pas gelé mais reste liquide. L'océan pourrait même être chaud sous cette croûte glacée, peut-être grâce à des cheminées hydrothermales. Encelade, l'une des lunes de Saturne, a peut-être encore plus de chances d'abriter la vie qu'Europe. Et c'est l'un des meilleurs candidats pour avoir un bel océan chaud et salé sous la surface. Il possède les geysers de glace les plus impressionnants, qui projettent dans l'espace environ 1000 tonnes d'eau chaque heure, accompagnés de sel, de molécules organiques et d'autres matériaux. Préparez-vous à décoller, car la NASA nous annonce des nouvelles passionnantes. Vous voulez découvrir le monde fascinant de Titan, la lune de Saturne. L'engin révolutionnaire Dragonfly de la NASA devrait décoller en 2027 pour explorer ce mystérieux objet spatial. Laissez-moi vous présenter Titan. Il s'agit d'un corps céleste glacé dont l'atmosphère est remplie d'azote et qui pourrait même posséder un océan souterrain. Titan abrite également des rivières et des lacs à sa surface. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas remplis d'eau comme sur notre belle planète. Ils contiennent du méthane. Voyons maintenant quelles sont les références célestes de Titan. Ce n'est pas une lune comme les autres. C'est la deuxième plus grande de tout notre système solaire. Elle n'est que 2% plus petite que la plus grosse lune de notre voisinage, Ganymède, proche de Jupiter. La taille de Titan fait même honte à Mercure. Et ai-je mentionné que son atmosphère est 4 fois plus dense que celle de la Terre? Grâce à la faible gravité et à l'atmosphère épaisse de cette lune, Dragonfly est le compagnon robotique idéal pour découvrir ses trésors cachés. Passons à l'engin lui-même, la star de la prochaine mission de la NASA sur Titan. Ce drone cosmique n'est pas un explorateur comme les autres. Équipé d'une panoplie de gadgets étonnants, Dragonfly est comme un laboratoire volant prêt à percer tous les secrets de Titan. Il s'agit de la première sonde interplanétaire de type atterrisseur à rotor. Et elle a été conçue pour nous faire vivre une expérience spectaculaire. Et ne vous fiez pas à son nom. Cette libellule ne se contentera pas de bourdonner au hasard. C'est une merveille technologique capable de planer sur plusieurs kilomètres entre différents endroits de la surface de Titan. Elle est un peu comme un Uber cosmique pour les scientifiques. Et puisqu'on parle de technologie, Dragonfly transporte un équipement vraiment cool. La sonde sera équipée d'un instrument nommé Draco, qui permettra de prélever des matériaux sur Titan, tandis que le spectromètre de masse de Dragonfly, ou DRAMES, analysera la composition de ces échantillons. Mais comment sommes-nous tombés sur Titan? Le 25 mars 1655, un astronome néerlandais explorait le cosmos avec son télescope. Et voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étonnant. C'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Près de 300 ans plus tard, en 1944, un autre astronome très cool est entré en scène. En faisant des expériences avec la lumière, il a découvert que Titan avait en fait sa propre atmosphère. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, la sonde Pioneer 11 a décidé de faire un tour dans le système de Saturne. Elle a confirmé toutes les hypothèses intéressantes que les scientifiques avaient formulées au sujet de Titan, comme sa température et sa masse. Cependant, il y avait une petite erreur. Ces scientifiques pensaient que Titan était la plus grosse lune de tout le système solaire. Et non, raté. Quoi qu'il en soit, Titan possède une atmosphère mystérieuse et dense qui tient tout le monde en haleine. Passons maintenant aux années 1980, lorsque les sondes Voyager 1 et 2 font leur grande entrée dans l'espace. Ces explorateurs cosmiques ont survolé Saturne et ont voulu observer la surface de Titan. Mais Titan a alors décidé de jouer à cache-cache avec eux. Son atmosphère brumeuse ne permettait pas de voir ce qui s'y passait. Et tout ce que les deux Voyagers ont réussi à capturer
Ce sont des images d'un monde orange et solitaire. Cependant, ils ont repéré une jolie brume bleue dans la haute atmosphère. Les choses ont commencé à devenir vraiment passionnantes dans les années 1990. Le télescope spatial Hubble s'est joint à la fête et a décidé de prendre des clichés de Titan à l'aide d'une lumière infrarouge spéciale. Ce dispositif astucieux a réussi à percer la brume, et voilà. Les images de Hubble ont révélé des zones de différentes couleurs sur Titan, un peu comme un gigantesque échiquier cosmique. Nous savons maintenant qu'il y a même un point lumineux aussi large que l'Australie. Cependant, malgré ces images fantastiques, le mystère de ce qui se cache sous la brume de Titan n'était toujours pas résolu. C'est en 2004 que Cassini et son acolyte européen, la sonde Huygens, sont allés faire un tour par là-bas. Ils formaient un duo parfait pour affronter Saturne. Cassini a commencé à tourner autour de la planète aux beaux anneaux et a immédiatement concentré son attention sur Titan. Puis le grand moment est enfin arrivé. Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens a percé l'atmosphère de Titan. Au cours de sa descente, Huygens a recueilli toutes sortes de données étonnantes, en prenant des photos et en analysant l'atmosphère. La sonde a ensuite transmis ces précieuses informations à Cassini, qui, tel un coursier cosmique, nous les a envoyées, à nous les terriens qui attendions avec impatience. Au cours des 13 années suivantes, Cassini s'est approché de Titan plus de 100 fois, utilisant toutes sortes d'instruments sophistiqués pour observer la surface et l'atmosphère de la Lune. Les scientifiques ont enfin pu confirmer que Titan possédait des nuages, des lacs et des rivières, et que de la pluie tombait même à sa surface. Heureusement pour nous, Titan n'est pas la seule lune de notre système solaire susceptible d'abriter de la vie. Prenez la merveilleuse lune de Neptune, Triton. C'est la plus grande lune de cette planète, mais c'est aussi une vraie curiosité. Parmi toutes les lunes que nous connaissons, seules 5 ont une activité géologique. Et devinez quoi? Triton fait fièrement partie de ce club prestigieux. Elle possède même des geysers qui crachent de l'azote gazeux. Imaginez Triton comme une fashionista dans une belle robe de glace. Sa surface est principalement constituée d'azote gelé, ce qui lui donne un air glacial. Si vous vous y rendez un jour, n'oubliez pas d'emporter un épais manteau. Vous vous demandez peut-être comment Triton parvient à se réchauffer dans un environnement aussi froid. Eh bien, elle dispose d'une arme secrète, les forces de marée. Triton et Neptune se livrent à une magnifique danse cosmique qui génère une friction gravitationnelle. Et cela semble produire de la chaleur, ce qui contribue à réchauffer les eaux de Triton. À force de parler de chaleur, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il pourrait y avoir de la vie sur Triton. Hélas, c'est à peu près aussi probable que de découvrir une licorne faisant du skateboard. Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Triton, a effectué son voyage en 1989. Et si vous espérez qu'une autre mission se rende bientôt sur Triton, disons que les étoiles ne s'alignent pas exactement en votre faveur. Littéralement. La possibilité d'une mission vers Triton ne se présente que tous les 13 ans, car notre planète et Jupiter doivent être parfaitement alignés pour qu'un atterrissage puisse avoir lieu. Les scientifiques utiliseraient l'attraction gravitationnelle de la plus grande planète de notre système solaire pour déposer en toute sécurité une sonde sur Triton. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'ours polaire. Il fait si froid sur Triton que les chances de survie y sont aussi minces qu'un cure-dent. Désolé, petits microbes potentiels, vous aurez peut-être besoin de quelques pulls supplémentaires pour vous installer ici. Même si Triton n'est pas l'endroit le plus accueillant pour la vie, c'est un joyau céleste qui mérite d'être exploré. Les scientifiques pensent que Triton n'a pas toujours fait partie de la famille de Neptune. En fait, Triton vaquait probablement à ses affaires, traînant sans but dans la lointaine ceinture de Kuiper. Neptune, avec sa puissante force gravitationnelle, a alors arraché Triton et en a fait une lune à part entière. À l'instar de notre fidèle satellite, Triton est lui aussi pris dans un face-à-face permanent avec Neptune. L'une des faces de Triton a toujours les yeux rivés sur la planète. Quant au destin de cette lune étonnante, les choses ne sont guère réjouissantes à long terme. Elle se rapproche déjà chaque jour un peu plus de Neptune. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Le problème réside dans les interactions de marée, qui ne jouent pas vraiment en faveur de notre sympathique satellite.
Son orbite s'étiole. C'est comme si elle se rapprochait au ralenti de sa planète. Les scientifiques prévoient que dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira une frontière invisible. Si les calculs actuels sont corrects, 2 scénarios sont possibles. Soit le satellite entrera en collision avec l'atmosphère de Neptune, soit il se brisera en petits morceaux. Dans ce dernier cas, un tout nouveau système d'anneaux se formera autour de Neptune, à l'instar de celui que l'on observe aujourd'hui autour de Saturne. Triton n'est pas le seul satellite qui pourrait finir de la sorte. Phobos, l'une des lunes de Mars, devrait également se désintégrer, et ce plus tôt, d'ici 30 à 50 millions d'années. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement, ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces 2 balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972.
l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Billabo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent de ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'ils soient en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie.
Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission.
Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers au retour. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage.